Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Grande Analyse. Grande Analyse, cette émission que vous offre la FM Télévision, malgré que nous sommes grippés, mais le travail nous appelle, nous sommes là pour vous servir. C'est vrai que la grippe nous dérange, mais bon, on est obligé, c'est comme des militaires au front. Nous sommes obligés de venir vous servir et de remplir notre tâche journalière. Plusieurs actualités sur cette table. Il y a la formation du gouvernement. Les consultations ont commencé avec la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, qui a reçu le premier ministre sortant, Jean-Michel Samalukonde, avec tout son regroupement. Elle a reçu Vital Kamerhe avec ses alliés. Il y a le MLC, il y a Bahati Lukwebo. Tout se poursuit jusqu'au 19 avril. C'est après qu'on pourra avoir un gouvernement qui pourra maintenant gérer la République, parce que jusque-là, tout est au ralenti. Mais après ça, nous allons aussi évoquer le sujet du cardinal Ambongo qui s'est vu refuser le salon VIP à l'aéroport d'Ndjili. Pourquoi est-ce que c'est par rapport à ses prises de position par rapport au régime, ou s'il fallait seulement chercher à l'humilier? C'est aussi ce sujet que nous allons évoquer. Et enfin, les élections dans les assemblées provinciales. Les gens se battent, tout le monde cherche à devenir président d'une assemblée provinciale. Qu'est-ce qui est caché derrière ces assemblées provinciales? Point d'interrogation, parce que au fond, nous regardons, ces provinces n'arrivent même pas à donner la meilleure image, en commençant par Kinshasa, l'assemblée provinciale. Cette assemblée provinciale qui nous a laissé récemment n'a rien foutu. Kinshasa est dans la crasse, et s'il faut voir les provinces, c'est encore en dessous de 10%, donc c'est entre 5 et 6%. Vous voyez comment est-ce que la République est en train de souffrir, mais les gens se pressent, les gens s'entretuent pour avoir un siège dans le bureau définitif des assemblées provinciales. Qu'est-ce qui est caché derrière ces assemblées provinciales? Nous allons essayer de débattre avec mon invité. Il s'agit bien de maître M. Dani Chamala, qui est un analyste politique indépendant. C'est avec lui que nous allons débattre. M. Dani Chamala, bonjour. Bonjour, M. Alain. Comment vous allez? Non, je vais très bien. Malgré les embouteillages, mais vous êtes quand même là. Oui, j'ai fait l'effort d'être là à temps, et j'ai risqué comme tout Kino dans ces embouteillages-là pour que je puisse répondre à votre invitation. Je vous remercie d'abord pour cette invitation, et puis je salue nos téléspectateurs qui vont nous suivre pendant plus d'une heure de temps. Donc, je remercie aussi tous ceux qui sont à la technique et tous ceux qui vont nous suivre aussi, qu'ils soient remerciés par cette occasion. Et je vous remercie aussi, vous, parce que à chaque instant, vous songez toujours à moi. Ce n'est pas que je suis spécial par rapport aux autres, mais c'est aussi un amour que vous manifestez à mon égard, et l'attention aussi que vous avez pour la République démocratique du Congo, parce que vous avez constaté que dans ce que nous disons, il y a quand même des choses qu'il faut que la population puisse retenir, et emprunter aussi quelques idées pour que la situation congolaise puisse changer. Voilà, nous commençons par la formation du gouvernement. Tout tourne au ralenti. Le président de la République, depuis qu'il a prêté serment, certaines personnes se plaignent. L'argent, la République, les fonctionnaires ne sont pas payés jusqu'à ce jour. À quand le prochain gouvernement? Parce que nous allons de tractation en tractation. L'informateur a fait son travail. Madame Judith Suminwa continue à faire son travail. À quand le prochain gouvernement? Nous avons vu, le week-end, c'était le premier ministre sortant avec son regroupement politique qui était reçu. Hier, il y a Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo. Tout tourne autour de politique. Vital Kamerhe qui est allé loin pour nous dire que nous devons avoir de la patience par rapport à la grandeur de la République et aux attentes que devront s'attendre le gouvernement qui doit venir. Il a demandé à ce que les Congolais ne puissent pas comparer la République démocratique du Congo à d'autres pays, parce que tout le monde évoque le cas du Sénégal. Aussitôt le président investi, aussitôt le premier ministre nommé, aussitôt un nouveau gouvernement. Et il est resté dans ça. Il ne faut pas comparer la République démocratique du Congo avec
d'autres pays. Mais à quand le gouvernement, la sortie imminente du gouvernement? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je crois que vous avez puisé l'idée de l'honorable Vital Kamerhe, qui a demandé aux Congolais de ne plus comparer la RDC à d'autres États. Parce que aujourd'hui, j'ai suivi ces discours-là, c'est dans la bouche de tout le monde que non, voilà, nous devons emprunter l'exemple du Sénégal, voilà, aussitôt leur président nommé, élu, il a nommé le Premier ministre, voilà, le Premier ministre aussitôt nommé, le gouvernement est mis en place. Et je vais vous dire une chose, c'est que ce que l'honorable Vital Kamerhe a dit, c'est quelque chose de très important que nous devons mettre à profit et analyser pour comprendre. La République démocratique du Congo, de par sa création, ce que vous devez comprendre, c'est un pays qui a été créé sur base d'un consensus. C'est-à-dire qu'il y a des grandes puissances qui se sont mis d'accord pour dire que nous devons mettre en place un pays qu'on va appeler Congo. Et ces grandes puissances, en mettant ce pays en place, vu aussi sa grandeur et tout ça, et c'est cet même esprit de consensus qui continue à nous guider jusqu'à ce jour. C'est-à-dire quoi? Vu sa dimension, vu sa grandeur, vu sa multiplicité d'ethnies, de tribus et tout ça, et vous savez aussi que la République démocratique du Congo a plus de 500 partis politiques. Et aujourd'hui, la constitution que nous avons... Très compliqué même. Oui, très compliqué. La constitution que nous avons actuellement là, donc sa façon, sa rédaction a donné beaucoup plus l'accès aux fonctions régaliennes ou aux fonctions à la gestion du pays, uniquement, j'ai dit, uniquement, presque uniquement aux gens qui sont dans des partis politiques et même dans certaines associations de la société civile. Et généralement, lorsqu'on tient même ces consultations et autres, la société civile est considérée comme si, est reçue même en dernier, considérée comme une organisation qui n'a aucun poids politique. Vous comprenez? Parce que dans leur bouche, ils parlent de poids politique. Or, le poids politique, ce n'est pas dans la société civile. Le poids politique, c'est dans les partis politiques. Okay. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est confié aux partis politiques. Si tu n'es pas dans un parti politique, tu ne peux pas accéder aux fonctions de ministre, premier ministre, aux mandataires, quoi que ce soit. C'est comme si il n'y a que ceux qui sont dans des partis politiques qui peuvent gérer le pays. Contrairement à d'autres pays, vous allez voir qu'une fois que le président de la République est élu, et ce président de la République a le pouvoir, a la possibilité de nommer un premier ministre, et le premier ministre aussitôt nommé, il peut aussi directement former le gouvernement. Pourquoi? Parce que chez eux, ils n'ont pas assez de partis politiques comme ici chez nous. Lorsque vous avez 500 partis politiques, et ces 500 partis politiques, chaque parti politique cherche à ce que l'un de leurs membres ou quelques-uns de leurs membres puissent accéder au gouvernement, puissent accéder à l'Assemblée nationale, puissent accéder dans des entreprises publiques et tout ça. Donc ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire dans une journée, deux journées ou 3 journées. Je peux prendre l'exemple de la Belgique aussi, qui est plus petite que la République démocratique du Congo, mais il y a des moments où la Belgique a fait presque 1 année sans gouvernement. Vous comprenez? Oui. Mais la différence, c'est que pendant que la Belgique n'avait pas de gouvernement... est plus assise que notre République. C'est ce que j'ai dit. Ah oui. Au moment où la Belgique a fait plus d'1 année sans gouvernement, les choses marchaient. Pourquoi? Parce que je crois vous avoir dit ici, sur votre plateau, une fois que moi, aujourd'hui, j'accède au pouvoir, il n'y a pas de solution pour la République démocratique du Congo. Ici, nous avons un problème, c'est de refaire l'administration de la République. Okay. Si nous avons une bonne administration publique, vous verrez que même si nous n'avons pas de gouvernement, les fonctionnaires seront payés calmement. Même si nous n'avons pas de gouvernement, tous les services vont fonctionner normalement. Nous sommes aujourd'hui le 16 avril, mais les fonctionnaires n'ont pas encore touché l'heure du mois de mars. Ça devient compliqué. Voilà, tout ça pourquoi? Parce qu'on vous dit que non, voilà,
les ministres qui sont là, ils sont en train d'expédier les affaires courantes. Il y a des décisions courageuses ou des décisions responsables que ces gens-là ne peuvent pas prendre. Vous comprenez? Mais si on avait une bonne administration publique pendant cette période, c'est la période que les secrétaires généraux de tous ces ministères-là doivent gérer la situation en attendant que les politiques, parce que ces fonctions-là, comme c'est assumé que par les politiques, en attendant que les politiques se mettent d'accord. Vous savez que le travail qu'a battu Augustin Kabouya lors de sa nomination comme informateur, après transformé en formateur. Vous savez que ce travail-là nous a pris combien de temps? Ça nous a pris presque un mois et demi. Un mois et demi, oui. Presque un mois et demi. Aujourd'hui, ce même travail qui a déjà été fait, nous vous constatons aujourd'hui la dame première ministre qui commence encore à consulter. Apparemment, c'est un travail fait doublement. C'est un travail qui est fait doublement. Mais pour moi, d'après mes analyses, je me dis que ce n'est pas un travail fait doublement. Parce que je comprends, au niveau de Augustin Kabouya, il a identifié la majorité. Après avoir identifié la majorité, il a déterminé la taille du gouvernement. Sans toutefois nommer des personnes, soit toutefois désigner des individus. Vous comprenez? Maintenant, il appartient aux chefs de partis politiques qui doivent envoyer les candidats de dialoguer maintenant avec le Premier ministre, parce que le Premier ministre donne aussi ses critères. Oui. Parce que vous ne pouvez pas me donner une équipe que je trouve que celui-là est très faible, celui-là ne peut pas faire quelque chose. Vous m'envoyez des gens comme ça pour que je travaille avec eux. Sinon, c'est un échec. Donc, c'est déjà l'échec qui est déjà dessiné pour moi pour commencer à me critiquer par après. C'est comme ça que vous avez vu. Parce que Vital Kamerhe a même évoqué, ils ont parlé de la compétence. Un gouvernement de compétents avec les défis auxquels sera confronté ce gouvernement. Oui, c'est ça, en fait, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut faire pour la République démocratique du Congo. Mais seulement, moi, je crains du fait que tous ces gens-là sortent des partis politiques. Et pour former un gouvernement, il faut des conciliabules, il faut des consultations de gauche à droite et tout ça, tout ça. Ce qui ne s'est pas fait dans d'autres pays, là, tel qu'on vient de dire ici, tel pays, par exemple, le Sénégal et tout ça. Au Sénégal, vous allez constater qu'il y a des blocs là-bas. Il y a le bloc de l'opposition, il y a le bloc de la majorité. Et quand il faut nommer, lorsque le président est sorti de l'opposition, automatiquement, le Premier ministre a été nommé. Et le Premier ministre, c'est un opposant aussi. Oui. Vous comprenez? Et il a formé le gouvernement. C'est très facile là-bas. C'est très facile. Mais chez nous ici, en commençant même par le 1+4, si je ne dis pas même 1+4, en commençant d'abord par notre indépendance. Vous avez vu ce que nous avons vécu à l'indépendance. Il y a Kasavubu qui a été élu comme président, il nomme Lumumba. Il fallait aussi des consultations de gauche à droite pour arriver à former un gouvernement. Et après, vous savez ce qu'il y a eu. Il y a eu un désordre et tout ça, jusqu'à ce que Mobutu vient, il neutralise les deux, il prend le pouvoir. En prenant le pouvoir, vous savez ce qu'il a fait aussi. Après quoi, voilà, nous avons commencé cette histoire de l'opposition en République démocratique du Congo. Et vous savez, nous avons commencé par la conférence nationale souveraine. Le gouvernement qui a été désigné par la personne qui a été élue pendant la conférence nationale souveraine n'a pas travaillé. Vous savez un peu. Après là, vous connaissez 1+4. Donc, nous sommes en train d'évoluer toujours de consultation en consultation. Donc, ce sont des choses qui nous prennent trop du temps et qui nous empêchent aussi à ce que nous puissions nous développer le plus rapidement possible. Mais seulement, ce n'est pas aussi un mal de se consulter, de se concerter à tout moment, parce que nous sommes un grand pays à dimension continentale. Il y a aussi une crainte. Jusque-là, le bureau définitif de l'Assemblée nationale n'est pas connu, même si on publiait ce gouvernement aujourd'hui, qui devra donner le mandat à ce gouvernement afin de commencer à travailler. Parce que à l'Assemblée nationale aussi, ça brûle. Entre Mbosso qui cherche à se maintenir, il y a Vital Kamerhe qui cherche le perchoir, il y a Bahati Lukwebo qui laisse le Sénat pour l'Assemblée nationale. Vous ne voyez pas que toute cette tournure de politiciens nous fait régresser? C'est pourquoi je suis en train de vous dire que nous avons une constitution qui freine tout. Nous avons une constitution qui freine tout. S'il m'était demandé de proposer quelque chose qui peut faire avancer la République démocratique du Congo,
je veux rentrer en 1960 et demander à ce que le Premier ministre soit désigné par le président de la République, mais que le président de la République soit élu par l'Assemblée nationale, pour éviter de problèmes. Ah, mais... Et de deux, oui. J'aurais aussi demandé à ce que le Premier ministre qui est désigné par le président de la République puisse former son gouvernement en ayant un certain délai. Parce que la Constitution ne donne pas le délai au Premier ministre pour former son gouvernement. On lui a laissé comme ça. Donc, il faille qu'on puisse modifier la Constitution. Il faut à tout prix, il faut modifier la Constitution. Ce sont des règles qui freinent l'avancement. Parce qu'aujourd'hui, quand nous sommes en train de parler que jusqu'à ce jour, le président de la République a prêté serment au mois de janvier. Le 20 janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 19 avril. Le 16. Le 16 avril, c'est pratiquement oui, nous sommes le 16 avril. Dans 3-4 jours, nous allons totaliser 3 mois. Donc, 3 mois, le président de la République a désigné le Premier ministre dans les 3 mois-là. Et maintenant, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons le gouvernement. Mais si dans la Constitution, il était dit, aussitôt voté, aussitôt investi, ou aussitôt que le président de la République prête serment, dans les 72 heures, il nomme le Premier ministre, et le Premier ministre nommé dans 72 heures ou 48 heures, il nomme un gouvernement. Vous verrez que les choses vont marcher le plus rapidement possible. Et les gens, les politiciens aussi, allaient s'arranger pour que les choses se passent dans ce délai-là. Vous comprenez? Certaines choses, quand ça traîne là, c'est parce qu'il y a des gens qui cherchent à faire du chantage au Premier ministre, au président de la République. Mais dans tout ça tout en se cachant derrière cette histoire. Tout ce qui se fait là, la République dépense parce que la Première ministre doit recevoir les gens, donc elle doit avoir un frais de fonctionnement. Impérativement. Impérativement, c'est un Premier ministre déjà qui est nommé. Il bénéficie déjà de... Et on continue à payer ça. Il doit bénéficier comme Premier ministre. On continue à payer Sama Lukonde. Non, Sama Lukonde jusqu'à là. Sama Lukonde, dès lors qu'il y a déjà un autre Premier ministre qui est déjà nommé, Sama Lukonde a déjà fait remise et reprise avec lui. Il ne peut pas... Sama Lukonde pour le moment n'est pas Premier ministre. Parce qu'il y a déjà un Premier ministre nommé. Sama Lukonde donc expédier les affaires courantes au moment où il n'y avait pas encore un Premier ministre nommé. Lorsque le Sama Lukonde est allé remettre le rapport de la gestion des affaires courantes auprès du président de la République, à sa sortie, le président de la République lui a dit, voilà votre successeur. Donc, il ne peut pas aujourd'hui dire qu'il est Premier ministre parce qu'il y a déjà une ordonnance qui a abrogé. L'ordonnance qui avait nommé Sama Lukonde. Il n'était pas, il était Premier ministre où il exerçait les affaires courantes parce qu'il n'y avait pas une ordonnance contraire. Mais dès lors que, dans l'ordonnance du président de la République nommant la dame, a dit que sont abrogées toutes les autres ordonnances antérieures. Donc, Sama Lukonde n'a plus cette qualité-là, c'est un Premier ministre honoraire. Vous comprenez un peu? Mais seulement que je suis en train de dire ici que ce sont nos règles qui nous freinent. S'il y avait un délai qui pouvait pousser ces gens-là à agir le plus rapidement possible, on allait aussi avoir déjà un gouvernement dans les délais. Regardez aujourd'hui, il y a aussi une chose. Prenons qu'aujourd'hui, Madame Judith Toulouka publie son gouvernement. Ce gouvernement sera investi quand? Et par qui? Il faut attendre encore l'Assemblée nationale pour que le bureau soit constitué. Vous voyez un peu tout ça? C'est ça la faiblesse de notre constitution. Moi, j'ai dit que ce sont des faiblesses graves qu'il faut impérativement réparer pour que le Congo puisse se développer. Mais ça a été fait à dessein par les belligérants pour nous empêcher d'évoluer. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est là, les gens commencent à se battre de gauche à droite. Oh non, c'est elle qui doit venir là comme président de l'Assemblée. Mbosso de l'autre côté, Bachi, Kamere. Est-ce que la République démocratique du Congo appartient que à ce gens-là? La République démocratique du Congo, ce ne sont pas ces gens-là seulement. La République démocratique du Congo, c'est moi, c'est vous, c'est tous ceux qui nous suivent là, qui sont des Congolais. J'étais en train de suivre un live sur Facebook, c'est un confrère journaliste. Il a cité le nom de personnes qui sont ministres aujourd'hui. Mais à la fin, il a dit souci nanga ezarara kalate tozomo na bango sou ba changer bango ba ministère. Est-ce que na Congo bango kakande batanga marabaza ba ministre? Il a évoqué le nom de plusieurs ministres
qui ont été ministres à l'époque de Kabila, qui ont lâché Kabila, qui sont venus chez Tshisekedi, ils continuent à être ministres, alors que dans leur parti politique, il y a aussi des cadres qui peuvent assumer certaines fonctions. Donc, donnons raison à ceux qui disent que le politique congolais travaille pour leurs propres intérêts au lieu des intérêts de la population. Mon frère, je vais vous dire une chose. Qu'il n'y a aucun politique congolais qui travaille pour l'intérêt de la République. Okay. Ils travaillent que pour leurs propres intérêts. La preuve, lorsqu'on demande seulement à ce que vous puissiez désigner le membre de votre parti politique pour qu'il soit nommé comme ministre, comme de PDG et autres, vous verrez sur la liste. Le premier nom, c'est le nom du président du parti. Le deuxième nom, c'est le nom de son épouse. Le troisième nom, c'est son fils. Le quatrième nom qu'il propose, c'est son beau-fils. Et le cinquième nom, c'est son cousin. Et les membres du parti qui ont milité, qui marchaient dans la rue, et qui faisaient tout ça, qui participaient aux réunions, et on leur dit, en politique, il faut la patience. Ce sont eux qui doivent patienter. En politique, il y a la patience, on va vous cacher quelque part. Mais pour les membres de leur famille, là, la liste est déjà signée, bien planifiée. Et il y a même des chefs de partis politiques qui disent que si cette liste-là n'est pas prise en compte, il n'y en a pas d'autres qu'il faut proposer. Effectivement. Il n'y en a pas d'autres. Vous vous rappellerez du gouvernement, je crois, Sama Lukonde, la proposition de, je crois, l'honorable Steve Mbikaï. Oui. Vous vous rappellerez de cette histoire. Et vous vous rappellerez aussi de ce qu'il y a eu dans la ville-province de Kinshasa, donc en République démocratique du Congo, par rapport à la nomination même des juges au niveau de la Cour constitutionnelle. La guerre qu'il y avait entre l'Assemblée nationale et le Sénat, par rapport à la nomination du juge Loumou. Vous comprenez? C'est-à-dire tout le monde cherchait à ce qui est intérêt de son côté. Donc c'est ça les politiciens congolais. Ils ne peuvent pas, tout ce qu'ils vous disent à la télé, non, voilà la population, le peuple, et tout ça, moi je vais travailler pour le peuple. Non, il faut dire que ils sont là pour leur propre famille d'abord. Ils ne sont pas là pour la population. Parce que si vous êtes là pour le peuple, vous pouvez vous dire que bon, ça va. Moi j'ai déjà fait autant d'années au pouvoir, je suis toujours ministre, je suis président de l'Assemblée, je suis tel, je suis tel, je suis tel. Je peux aussi donner quand même la chance aux autres d'apporter aussi de nouvelles idées. Parce qu'il n'y a que vous qui êtes là. Vous pensez que tout ce que vous vous dites là, c'est toujours bien? Regardez même dans des équipes de football. Même si vous êtes la star ou comment, mais l'entraîneur est en train de regarder, il voit que non, aujourd'hui tu as brillé. Donc tu as moins brillé, donc on peut te remplacer. Il remplace le pignon. Le pion, il le remplace pour donner quand même du tonus à l'équipe. Et vous verrez qu'après ce changement-là, même le rythme du match change. C'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas dans ce pays n'appartient pas qu'à ces gens que nous sommes en train de citer. Ce pays appartient à tout le monde. Ce qui fait qu'à ce que nous ne puissions pas évoluer, c'est le fait de garder le pays entre les mains des mêmes crocodiles. Les crocodiles, pas dans le sens ironique, mais dans le sens que les mêmes personnes. Vous comprenez un peu? Donc, vous laissez les mêmes crocodiles aux affaires et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont travailler que pour sécuriser leurs avoirs. Vous comprenez? Que pour sécuriser leurs avoirs. Ils ne vont pas travailler dans le sens de vers développer quoi que ce soit. Et tous ces gens qui sont là-bas, qui sont dans le gouvernement, aujourd'hui, ils peuvent vous dire quel est le bilan de leur gestion déjà qu'ils peuvent présenter dans ces ministères-là. C'est même un point qu'ils n'aiment pas évoquer. Ils n'aiment pas évoquer ça. C'est un point qu'ils n'aiment pas évoquer. Ils n'aiment pas évoquer. Ils vont vous dire, non, on a travaillé pour ce pays. Vous avez travaillé pour ce pays. Qu'est-ce que vous avez légué à ce pays? Qu'est-ce que vous avez légué? Et on vous dit que pour servir le pays, il faut être ministre. On vous dit que pour servir le pays, il faut seulement être PDG d'une entreprise. Vous pouvez conseiller ceux qui sont là. Vous pouvez conseiller ceux qui sont là. Vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez vous retirer de la politique avec tout ce que vous avez amassé comme richesse. Vous créez des entreprises pour que même les membres de votre parti politique travaillent dans ces entreprises-là. Combien de présidents des partis politiques ont des entreprises où ils ont engagé les membres de leur parti politique? Mais ils sont là que pour bloquer certains projets. Vous verrez dans ces ministères-là, des projets arrivent en République démocratique du Congo, où le Congo doit bénéficier autant de milliards de dollars, autant de ça, tout ça. Et vous savez, il y a des choses que je peux vous dire, mon frère, des fois qui énervent. Vous verrez dans ces ministères-là,
pour les gens qui travaillent pour l'intérêt de la République, il y a des projets qui arrivent. Mais à ces projets-là, vous verrez des sociétés qui doivent être créées. Les ministres là sont des actionnaires dans ces projets-là. Si ce n'est pas son nom qui apparaît, il prend son fils. Il le met là-bas, son fils a 5%. C'est sa part de ce qu'on lui avait promis par l'investisseur. Et c'est son fils qui est comme actionnaire. Il met le nom de son fils. Pour dire que quand il ne sera pas aux affaires, il va continuer à bénéficier là-bas. Et c'est ce qui fait fuir même la plupart des investisseurs en République démocratique du Congo. Donc le Congo n'appartient pas qu'à ces gens-là. Le Congo nous appartient à nous tous. Et nous devons travailler pour que ce Congo ici, que nous allons léguer à nos enfants, soit un Congo qui est facilement gérable et un Congo qui est fréquenté par tout le monde. Aujourd'hui, nous balancer le scandale du genre, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, oh Vital Kamerhe, et voilà. J'ai apprécié la sagesse d'Augustin Kabouya lorsqu'il a dit que non, en fait, je ne suis pas prenante de ce poste-là du vice-premier président à l'Assemblée nationale parce que moi, je dois rester secrétaire général de l'IDPS pour conserver notre pouvoir. Comprenez un peu la grandeur de ce monsieur. On peut tout dire, mais quand il réfléchit de cette façon-là, c'est quelqu'un qui voit loin. Vous comprenez? Parce que quand il dit, par exemple, que non, il y aura... notre pouvoir connaîtra des tumultes dans les jours à venir. Oui, il était clair. C'est vrai. Mais tout ça, ce sont des turbulences. Voilà, tout ça, ce sont des turbulences. Mais pour gérer tout ça... Ceux qui ne vont pas se retrouver vont prendre une position. Voilà, vont prendre une position. Mais pour gérer tout ça, il faut avoir des nerfs solides. Vous comprenez? Bon, ceux qui peuvent aller être là, ils peuvent être là. Ce n'est pas seulement quand je suis vice-premier président de l'Assemblée, j'ai des gyrophares et tout ça, qui fait de moi Augustin Kabouya. Non, on peut être congolais, ne pas être aux affaires, mais on peut aussi servir son pays. Vous comprenez? Même dans votre parti politique, vous pouvez servir votre pays. Vous donnez des idées, vous conseillez, vous donnez quand même des formations à vos jeunes et tout ça, tout ça. La fois passée, j'étais avec un cadre de Nouvel Élan de Adolphe Mouzito. Je lui ai dit, il faut dire aux vieux de continuer avec ces universités populaires parce qu'il y a des gens qui sont formés au travers de ces activités-là. Combien de partis politiques font des activités pareilles? Ils sont moins. Mais ils se retrouvent que arriver à Pullman, arriver au fleuve, à l'hôtel du fleuve là-bas. Vous allez les trouver là avec des gens derrière et avec des sacs. Non, tout ça, non. Nous sommes en train de mener des démarches et des négociations. Pourquoi? Pour accéder au pouvoir. Mais ce n'est pas possible, ça. Monsieur Dani, merci beaucoup. C'est pas possible. Nous allons évoquer le deuxième point. Le cardinal Ambongo refusait d'accéder. On lui a refusé l'accès au salon VIP alors que il est porteur d'un passeport diplomatique. Est-ce que tout cela, c'est parce que seulement ces derniers temps, il a une prise de position un peu tranchante par rapport au régime où il fallait seulement l'humilier? Mon frère Alain, donc vous connaissez ma position par rapport à cette histoire d'Ambongo, parce que moi, je n'ai jamais apprécié la position d'Ambongo lorsqu'il intervient dans les affaires politiques de ce pays. Je n'apprécie pas ça. Et je vais vous dire une chose. Ça, ce n'est que... c'est le début du commencement. Ça, je vous dis. Notez ce que je suis en train de vous dire, que c'est le début du commencement. Pour Ambongo. Dans ce pays, Monseigneur Mosengo, cardinal, son passeport a été confisqué. Je ne sais pas si vous le savez. Dans ce pays, ici, en République démocratique du Congo. À un certain moment, le passeport, Mosengo n'avait pas son passeport diplomatique sur lui. Vous comprenez? Donc, ce que nous devons savoir, c'est quoi? Monsieur Ambongo, le cardinal, est pasteur d'une église. Une église, c'est une association sans but lucratif. La constitution de la République démocratique du Congo dit que le Congo, c'est un pays laïque. C'est-à-dire quoi? Le Congo n'est pas catholique. Le Congo n'est pas musulman. Le Congo n'est pas église de réveil. Donc, au Congo, il y a plusieurs religions qui forment ce que nous appelons aujourd'hui le Congo. Il y a des bouddhistes au Congo, il y a des monistes au Congo, il y a des mormons au Congo, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des musulmans, il y a tout ce monde-là est au Congo. Mais pourquoi on veut nous faire croire que l'église catholique est au-dessus de tout le monde? Ou le pasteur de l'église catholique, lui, le représentant de l'église catholique, lui, est plus spécial que les représentants des autres églises.
Pourquoi on veut nous faire croire ça? Monsieur Ambongo dit qu'il doit être du côté des faibles. Pourquoi il doit se précipiter seulement pour entrer dans le salon VIP? Mais c'est son droit le plus légitime. Qui lui a confié ce droit? Qui lui a confié d'abord? Qui lui a confié d'abord ce droit? Il voyageait en tant que membre du C9, de 9 cardinaux qui entourent le pape. Et quelle est la loi qui dit que... Quelle est la loi qui dit mais que... il est porteur d'un passeport diplomatique. Tous les travailleurs du ministère des Affaires étrangères ont des passeports diplomatiques. Si vous ne le savez pas. Tous les magistrats que vous voyez ici, ils ont des passeports. Tous les conseillers de la présidence de la République, là, ils ont des passeports. Mais quand ils voyagent, ils passent par la voie de tout le monde. Pourquoi cela n'arrive que quand il a commencé à prendre des positions? Parce que il faut aussi, il y a 5 ans passés, il n'a pas subi cette traitement. Non, mais des fois, il faut... C'est après seulement ces prises de position. C'est ce que nous disons. Il faut des fois arriver à mettre des choses en ordre. Le mal est mal même s'il est commis par Dieu le Père. Vous comprenez? C'est... Pendant qu'il bénéficiait de ce passeport-là et tout ça, de tous ces honneurs-là à l'aéroport et tout. Mais quand il est descendu en France et partout ailleurs, on a étalé pour lui les tapis rouges parce qu'il est cardinal. Il est cardinal seulement en République démocratique du Congo. Il est cardinal même au niveau de Rome là-bas. Quand il arrive là-bas, on tend pour lui des tapis rouges. On le reçoit dans des salons d'honneur. C'est un pasteur comme tous les autres. Et s'il prend les fidèles, là, tous ces gens-là qui étaient à l'aéroport, qui lui ont refusé l'accès au salon VIP, ce sont ces fidèles de l'église. Qu'est-ce qui atteste que ce sont ces fidèles? Mais ce sont ces fidèles de l'église. Si vous arrivez, moi j'ai même vérifié. J'ai trouvé que tous ces gens-là, ils prient à l'église catholique. Mais vous avez déjà vu une autorité mourir ici, on prend un pasteur de l'église de réveil pour aller faire la prière. Lorsqu'on a amené le corps de Chérubin Okende, on l'a amené où? Et qui a célébré la messe du défunt Chérubin Okende? Toutes les autorités ici, ce sont des fidèles de l'église catholique. Mais quand ces fidèles maintenant commencent à lui faire voir que voilà, ta place est là-bas, à côté des faibles. Parce que toi, tu es à côté des faibles. Il faut passer par là où les faibles passent. Il ne faut pas passer là où les hommes forts passent. C'est que vous êtes le plus fort à côté des plus faibles. Non. Il est l'homme qui est à côté des faibles. Il doit passer par les faibles. Vous savez, même Christ lui-même, il n'entrait pas par des salons VIP. Jésus que lui est en train de servir là. Il ne passait pas par des salons VIP. Il ne passait pas. Vous savez, quand vous entrez dans un domaine politique, attendez-vous à des coups politiques. C'est ce que moi je crains. L'histoire de la République renseigne que tous les présidents qui ont combattu l'Église, les 5 ans, les 6 ans qui ont suivi, ont laissé le pouvoir. Nous avons l'histoire de Mobutu en 92, avec la marche des catholiques réprimés en 97, il a fui. Nous avons l'histoire de Joseph Kabila, avec les catholiques. La fin, c'était de messe noire, Kabila est parti. Pourquoi cette église qui a accompagné ces régimes? Parce que nous tous, je termine ma question. Oui. Pourquoi cette église qui a accompagné les régimes aujourd'hui? Parce que nous le savons tous. La victoire de l'opposition, je ne parlerai pas seulement de l'UDPS, la victoire de l'opposition sur le régime de Joseph Kabila a été aussi accompagnée par l'Église. Mais pourquoi aujourd'hui, si on rappelle à ces régimes que le peuple est en train de souffrir, ça doit faire mal jusqu'à aller à humilier le cardinal? Merci beaucoup, monsieur Alain. Vous allez me donner du temps pour que je vous laisse parle, parce que vous avez cité des choses ici, vous avez dit des choses que non, voilà, tous ceux qui ont combattu l'église catholique et tout ça. Bon. Non, je ne parle pas de l'église catholique, je parle de l'église. Ouais, quelle église? Parce qu'il y a plusieurs églises, non? Il y a plusieurs églises. On connaît qu'en 92, après la répression des chrétiens catholiques, 5 ans après, Mobutu est parti. Kabila s'est entêté avec l'église. Après, nous avons eu la transition, avec même l'apaisement du feu Étienne Tshisekedi qui a dit, qui nous a apaisé avec son message qu'il a fait sur TV5. Nous tous, nous avons suivi. Voilà. Après, Kabila, 2 ans après, il y a eu élection, Kabila est parti. Mais cette même église qui nous a accompagnés à avoir ses pouvoirs, aujourd'hui, on commence à chercher à minimiser. Je vais commencer par vous dire ceci. La mission d'une église, ce n'est pas de combattre le pouvoir en place ou de soutenir l'opposition. L'église doit être considérée comme... Bon, l'église se dit toujours au milieu du village. Au milieu du village. L'église n'a pas l'opposition, n'a pas la majorité. C'est-à-dire l'église a des fidèles qui sont dans l'opposition, a des fidèles qui sont dans la majorité.
Vous comprenez? La preuve en est que toutes les autorités que nous avons sont des chrétiens catholiques. Vous comprenez? Ce sont des chrétiens catholiques. Le président de la République. Je peux citer. Le président de la République. Le président de la République. Le président de la République. Vous voyez, non, le président de la République a été baptisé à l'église catholique. Il a été baptisé. Il a la foi chrétienne. Il a été baptisé à l'église catholique. Il a été baptisé à l'église catholique. Même son père, il partait toujours à l'église catholique. Oui, le fait. Vous comprenez? Et aussi, vous avez vu que le président de la République n'a pas invité le pasteur Paul Yang-Shu de la Corée. Il a invité le pape de Rome pour qu'il puisse venir. Le pape était en mission officielle. Sur invitation du président de la République. Vous comprenez? Sur invitation du président de la République. C'est-à-dire que le président de la République fait aussi honneur à l'église catholique. Mais je vais vous dire une chose. La mission de l'église catholique, la mission de l'église, ce n'est pas de combattre le pouvoir pour soutenir l'opposition. Déjà, une fois que les gens confirment ça pour dire que la victoire de l'opposition en République démocratique du Congo, ils ont été appuyés par l'église catholique. C'est-à-dire que l'église catholique s'est déviée de sa mission. La mission de l'église, ce n'est pas de combattre le pouvoir, non. C'est de prêcher la vie, la bonne nouvelle à la population, que ce soit aux autorités, que ce soit aux administrés. C'est ça la mission de l'église catholique. Mais pourquoi quand l'église catholique sort de sa mission pour entrer sur le terrain politique, elle doit s'attendre à tous les coups. La politique, c'est un monde de coups. La politique, ce n'est pas là où vous venez comme ça, vous commencez à dire quoi que ce soit, on dit que non, on vous reste. Dans la politique, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de règles là-bas, dans la politique. Quand vous mettez votre pas là-bas, attendez-vous à une réplique. Donc, vous êtes là, vous dites que vous êtes... Et puis, je vais rectifier quelque chose. Vous avez dit que non, lorsque Mobutu a fait des marches et tout ça. Non, mon frère. Mobutu n'est pas parti de ce pays parce qu'il a combattu l'église catholique. Même parce qu'il a combattu l'église. Non. Mobutu est parti parce qu'il y a eu la rébellion, ou pas même la rébellion, l'invasion de la République démocratique du Congo par les armées étrangères qui étaient venues avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est ce qui a fait fuir Mobutu dans ce pays. À moins que vous puissiez me dire aussi que l'église catholique était dans l'invasion. Vous comprenez? L'église catholique n'a pas fait fuir Mobutu. Et puis Mobutu n'est pas parti parce que l'église a été combattue. Non. Mouzé Laurent Désiré Kabila n'a pas été tué parce qu'il a combattu l'église catholique. Non. C'est parce que les gens qui l'avaient placé là n'avaient pas trouvé leur intérêt dans ce que Mouzé Laurent Désiré Kabila disait. Troisièmement, Joseph Kabila n'est pas parti du fait de l'église catholique. Joseph Kabila a fait 2 mandats. Et votre église catholique que vous dites là a ajouté à Joseph Kabila 2 ans. Donc comme il avait fait les 2 mandats et les 2 ans que l'église catholique lui a confiés étaient partis, il ne pouvait que partir. Et je vous dis aussi que l'église catholique n'a pas commencé à combattre le pouvoir en place qu'aujourd'hui. Ils ont commencé depuis que Tshisekedi a prêté serment. L'église catholique a commencé déjà à combattre. Et rappelez-vous que l'église catholique n'avait même pas participé aux prestations de serment. Lorsqu'il y a eu des invitations du président de la République, ils ont dit que ce ne sont pas des convocations, ce sont des invitations. Ils peuvent participer ou ne pas participer. Ça, c'est leur position. Depuis qu'ils ont commencé à combattre le pouvoir en place, l'église catholique, Tshisekedi a fait 5 ans. Et il a organisé les élections. Aujourd'hui, il a remporté ces élections-là. Il va faire encore 5 ans. Avec notre même église catholique là, ils continueront toujours dans leur histoire là. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est quoi? Monsieur Ambongo continue à critiquer le pouvoir en place. Mais pourquoi vous voulez bénéficier encore des avantages de ce pouvoir-là? Les choses ont changé. L'église catholique n'est pas la seule église en République démocratique du Congo. Si le pasteur Denis Lessi, qui a aussi une église en République démocratique du Congo, voyage pour l'Europe, il passe par le salon VIP. N'entends pas. Lorsque le pasteur Mukuna voyage, les pasteurs sont on le fait passer par le salon VIP. Et quelle est la loi qui dit que Ambongo doit passer par le salon VIP? C'est quelle loi? Si vous parlez, c'est quelle règle diplomatique qui dit que Ambongo doit passer par le salon VIP? Si vous dites que ce n'est pas une loi, mais il avait quand même une lettre de mission officielle, il voyageait en tant qu'assistant du pape. Le Vatican est considéré comme un État. Donc, lui étant cardinal à la République démocratique du Congo, il est reconnu comme ambassadeur du Vatican. Parce qu'il part en mission officielle. Nous savons tous les traitements qui est réservé aux ambassadeurs.
Pourquoi lui priver ce traitement-là et seulement maintenant par rapport à ses prises de position? Je vous rappelle, en fait, c'est là où le bas blesse. Je vais vous rappeler que... c'est là où le bas blesse. Je vous rappelle que l'honorable Vital Kamerhe, à mission officielle aux États-Unis, il a été déshabillé, fouillé aux États-Unis. Mais à mission officielle, ministre de la communication. S'il y a eu un indice. Ministre de communication. S'il y a eu un vous comprenez? En termes de sécurité. Lorsque nos ambassadeurs voyagent pour aller à l'étranger, partout ailleurs, on le fait tous passer par salon VIP. Lorsqu'ils vont aux États-Unis, lorsqu'Ambongo part aux États-Unis, on le fait passer par salon VIP. Lorsqu'il est descendu en France, quand il est parti là, en mission officielle, là, on lui a fait passer par le salon VIP. Vous et nos ministres, même nos ministres des Affaires étrangères, lorsqu'ils voyagent en mission officielle, on le fait passer par le salon VIP. Les salons VIP, c'est que les gens doivent savoir. C'est un salon qui est réservé aux personnalités. Mais c'est une personnalité. Et ces personnalités-là doivent bénéficier aussi. Bénéficier aussi du crédit du président de la République. Toutes les fois qu'ils voyagent par ces salons-là. C'est une habitude. Pourquoi ça dérange? C'est une habitude qu'on a mis fin ce jour-là. Mais il fallait l'informer. Non, on informe comment? Tu viens à l'aéroport, on lui a pas refusé de voyager. Tu viens à l'aéroport, on te dit que non, tu passes par ici. De l'autre côté, on a dit que non, ici, il n'y a que le président de la République. Lui n'est pas président de la République. Il doit passer par là, pourquoi? Donc, je conclus que c'est la personne d'Ambongo qui dérange. Non, c'est pas la personne d'Ambongo qui dérange, mais ce sont des pratiques qu'il faut arrêter. Parce qu'il ne faut pas avoir deux poids, deux mesures. Si vous faites passer Ambongo par le salon VIP, il faut que Moutombo Kalombo, il faut que ils ont des passeports diplomatiques, si vous ne le savez pas. Ils ont aussi des passeports diplomatiques. Ce sont des ambassadeurs. Vous ne savez pas que Moukouna c'est un ambassadeur de la paix? Vous ne le savez pas? Denis, si vous ne savez pas que c'est un ambassadeur de la paix, ils ont des passeports diplomatiques. Vous comprenez? Donc, ils peuvent aussi passer par ce salon-là. Comme Ambongo, en dehors d'être prêtre catholique, Ambongo n'a pas une qualité officielle en République démocratique du Congo. Le faire passer par la voie où passent tous les pauvres officiel comme ambassadeur du Vatican. Oui, mais l'ambassadeur du Vatican, quand tu dois voyager, tu dois passer par le salon diplomatique, le salon VIP. Mais on peut te refuser aussi, donc ça devient un incident diplomatique. Si c'est un incident diplomatique, ça dérange parce que c'est Ambongo. Non, ça ne dérange pas parce que c'est Ambongo. Moi, j'ai donné seulement un exemple de l'honorable Vital Kamerhe qui a été fouillé aux États-Unis. Vous et moi, personne ne connaît les incidents qu'il y a eu. Non, il n'y aura rien. Le Vatican, c'est quoi? En 2 minutes. La cité du Vatican n'a pas une armée ou quoi que ce soit. Même pas l'argent à donner à la République. Les élections dans les assemblées provinciales. Oui. Le parti politique, les regroupements politiques, tous veulent avoir la présidence d'une assemblée. Qu'est-ce qui est caché derrière le bureau de ces assemblées provinciales? En commençant par Kinshasa. Mon frère, je vais vous dire une chose. Ce que vous devez comprendre, la course que vous voyez au pouvoir par tous ces gens-là, ça cache quelque chose derrière. C'est quoi le problème? Tout le monde cherche à aller gérer l'argent de la République. C'est l'argent qui intéresse tous ces gens-là. Il n'y a pas autre chose. C'est seulement l'argent. C'est seulement l'argent. Moi, j'ai vu des présidents des assemblées provinciales qui parlaient, qui faisaient ceci, qui faisaient cela, et tout ça. Mais vous verrez que toutes ces assemblées-là n'ont rien apporté à la République démocratique du Congo. Au lieu d'apporter des solutions aux problèmes de la population, ils ont apporté plus de problèmes. Vous n'allez pas me citer une seule province en République démocratique du Congo où l'Assemblée nationale a fait correctement son travail. Où les assemblées provinciales ont fait correctement leur travail. Où vous n'allez pas citer une seule province. Mais c'est quoi le problème? Non, 11 mois impayés, 6 mois impayés, et on a fait ceci, et l'Assemblée, on a suspendu, et là-bas, il y a des motions, et voilà, il y a ceci, il y a ceci. Le président, toujours des choses comme ça. Donc, c'est comme ça que moi j'ai dit, nous devons réviser notre constitution, faire des choses d'une manière à permettre le développement de la République démocratique du Congo. Tous ces gens que vous appelez des députés provinciaux et des présidents des assemblées provinciales, quelle est l'assemblée provinciale qui a déjà produit des édits qui peuvent permettre le développement d'une province? Aucune.
Même l'Assemblée provinciale qui a été dirigée ici par son éminence, le professeur Pasteur Godempoy. Il est aussi pasteur d'une église. Mais s'il passe à l'aéroport, il passe par la voie normale. Ne révélons pas si c'est débat. Comprenez un peu. Alors, même cette assemblée provinciale-là qui a été dirigée par des professeurs, ils n'ont produit pas aucun édit qui peut permettre à la ville-province de Kinshasa de se développer. Vous voyez comment aujourd'hui on est en train de boucher les caniveaux là, tout ça. On jette la saleté là sur le macadam. Il n'y a même pas de camions qui viennent ramasser ça. Mais s'il y avait des édits par rapport à ça, on pouvait exécuter ces édits-là. Mais le travail de l'Assemblée provinciale, c'était quoi? C'est bousculer avec le gouverneur. Et non, voilà, le gouverneur a volé. Non, le gouverneur dit, non, c'est le pasteur là qui a volé. Et non, voilà, il y a ceci. Ouais, bon, on va saisir la justice. Est-ce que c'est ça que la population attend? Nous devons réviser notre constitution, supprimer toutes ces assemblées provinciales qui consomment inutilement l'argent de la République. Ils consomment inutilement, ils ne font absolument rien. Et il faut que tout soit maintenant dirigé à partir du pouvoir central. Il faut supprimer ces assemblées provinciales qui ne font absolument rien. Et aujourd'hui, nous aurons encore les conseillers communaux là, qui sont installés et qui vont voter les bourgmestres. On est en train de développer la corruption à un niveau très élevé. Cette corruption que j'ai commencé à décrier depuis le Sénat. Et c'est pour ça que moi je n'appelle pas les sénateurs des honorables, moi je l'appelle des sénateurs. Des sénateurs que les gens appellent des honorables, qui passent des sénateurs par corruption après avoir donné de l'argent aux députés provinciaux là que vous voyez là, pour qu'ils passent comme des sénateurs. Voilà, merci. Ces histoires-là, il faut arriver des fois à... Merci beaucoup, monsieur Dani Tsamala. Nous pensons que nous sommes arrivés à la fin. Nous avons largement débordé notre temps d'antenne. C'est parti vite, surtout que on s'attaquait au cardinal et au futur gouvernement qui doit sortir. En fait, tout ce que nous disons sur cette émission ou dans cette émission, c'est pour permettre à la République d'avancer. Chacun de nous a un point de vue à émettre pour l'avancement de la République. Acceptons aussi les avis contraires, ça pourra permettre à la République d'avancer. Merci beaucoup à la grande équipe technique qui m'a accompagné. Il y a Junior Santos à la prise de vie, Torres Atibou, Galor Mouya à la régie finale et Don Benjamin Makolo. On se retrouve prochainement avec un autre invité, avec d'autres sujets. Au revoir.